La suite de BFM TVSD à 19h05. Bonsoir Caroline Michel-Aguirre, bienvenue, vous êtes chef du service enquête de l'Obs, à vos côtés Christophe Barbier, bonsoir Christophe. Notre invité ce soir est William Dab, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste, ancien directeur général de la santé, nous allons évidemment avec vous longuement revenir sur cette pandémie que nous traversons tous collectivement. Je voudrais commencer avec un élément d'actualité très récent, très frais, la réponse de la grande distribution à Bruno Le Maire, qui ne veut pas fermer ses rayons non essentiels. On sait que c'est un débat qui occupe beaucoup les Français. Ils peuvent se retrouver dans les supermarchés pour l'instant pour acheter tout, mais aussi de quoi manger. Est-ce que ces restrictions, est-ce que fermer des rayons dans un supermarché, c'est d'un point de vue médical, selon vous, un argument pour lutter efficacement contre cette pandémie? Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas la logique des interdictions et des autorisations. Et à vrai dire, pour qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait des données. Où se contamine-t-on en ce moment en France? Nous n'avons pas de données sur ce point. Et donc, nous sommes dans le brouillard. Et personne ne peut comprendre la logique des mesures qui sont adoptées, parce qu'elles ne sont pas ciblées sur les endroits à risque les plus élevés de s'infecter. Donc cette pièce qui est essentielle, quand on investigue une épidémie, une des premières choses à faire, c'est d'identifier les sources de contamination et leurs contributions respectives. Tant qu'on n'a pas ça, on a des opinions. Et donc on peut penser qu'on se contamine plus chez l'épicier du coin que dans le supermarché du coin. Ou on peut penser l'inverse. C'est une question d'opinion. Mais on ne pilote pas les épidémies avec des opinions. Et pourtant, le ton monte. Alors, je vais vous faire écouter Bruno Le Maire, que je recevais à la mi-journée sur BFM TV. Vous avez vu ces maires qui ont pris des arrêtés pour autoriser la réouverture des commerces non essentiels dans leur centre-ville. Voilà ce qu'en dit le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Il y a de la place pour un responsable politique aujourd'hui que pour le volontarisme et le sens des responsabilités. Permettrait de dénoncer d'ailleurs au passage cette poignée de maires irresponsables qui prennent des arrêtés contraires aux décisions qui ont été prises par l'État pour protéger la sécurité sanitaire des Français. Cette poignée de maires irresponsables, ils pensent qu'ils soutiennent les commerçants. En réalité, ils menacent la santé des Français. J'ai entendu ce que vous nous avez dit, on ne sait pas. Le ministre, lui, dit principe de précaution. Est-ce que ces élus comme lui, vous les qualifieraient d'irresponsables, ceux qui veulent rouvrir ces boutiques? Et moi, je ne sais pas très bien ce qu'on appelle un commerce essentiel. Est-ce que le tabac, qui reste ouvert, c'est un commerce essentiel? Il y a un problème d'explication, il y a un problème de logique derrière tout ça. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'elle n'est pas suffisamment dite, mais il y a un problème d'argumentation qui fait défaut. Et donc chacun a son opinion. Le maire peut avoir son opinion, le petit commerçant peut avoir son opinion. Tant qu'on n'aura pas de données, ce sera une bataille d'opinion. Donc il est urgent, il y a deux choses urgentes. C'est d'avoir des enquêtes que l'on sait faire, ce ne sont pas des enquêtes compliquées, sur les sources de contamination, et avoir des enquêtes sur échantillons représentatifs pour avoir les taux de personnes infectées au niveau des départements français. Ces deux choses sont simples à faire. Elles sont toujours pas faites. On a les moyens de les faire. Je ne sais pas si elles sont faites ou pas. Le fait est que on n'en a pas les résultats. Pour l'instant, la seule chose qu'on a, ce sont, comme vous me le disiez avant qu'on rentre en plateau, c'est le nombre de clusters qui ont été donnés. Donc, juste pour préciser, ça devrait être Santé publique France qui, au niveau national, regroupe ces données-là. Et ce que vous me disiez avant qu'on rentre en plateau, c'est que la seule chose qu'on a pour l'instant, ce sont les clusters, c'est-à-dire, a priori, l'endroit où les gens ont été contaminés. Oui, sauf que tous les clusters ne sont pas repérés et identifiés. Donc on a ce que Santé publique France nous offre, ce sont les clusters sous investigation. Actuellement, les clusters sous investigation sont majoritairement dans les EHPAD, les établissements de santé, les établissements hospitaliers, les universités et les lycées et les entreprises. Voilà. Donc, a priori, les endroits les plus surveillés. On ne sait rien, par exemple, des contaminations dans un cadre privé, dans un cadre familial, dont le président de la République nous a dit qu'elles étaient importantes. Actuellement, parmi les
clusters, les agrégats, les foyers investigués par Santé publique France, il y a beaucoup moins d'agrégats qui viennent du milieu familial que des entreprises ou des établissements de santé dont je vous parlais. Maintenant, reste à savoir si ces milliers de clusters actuellement sous investigation sont représentatifs ou pas de l'ensemble de la situation épidémiologique. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce ne soit pas représentatif ? Pour qu'on comprenne bien, quel serait le décalage entre la réalité et ces chiffres ? Le problème que l'on a, c'est que le nombre de contaminations quotidiennes est tellement important qu'il n'est pas du tout évident que les services des ARS comme de Santé publique France aient la capacité de faire face et de traiter quasiment en temps réel une telle masse d'informations. Pourquoi la France a-t-elle échoué entre mai et septembre avec la tactique du gouvernement du tester, tracer, isoler ? À qui la faute ? Est-ce la faute de notre administration de la santé qui n'a pas su articuler les différents acteurs de cette politique ? Est-ce la faute de nos laboratoires qui n'ont pas su encaisser le choc de tests à traiter ? Est-ce la faute des Français qui ont été indisciplinés, certains se testant pour un oui, pour un non, les hypochondriaques, et puis d'autres glissant à travers les tests pour ne pas être repérés ? Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est un échec terrible. Ce reconfinement est incontestablement un échec. Au mois de mars, on peut le comprendre, on n'avait pas de tests, pas de masques, pas de gel. Fin du mois d'août, on a les tests en quantité suffisante, les masques en quantité suffisante et du gel hydroalcoolique ou du savon partout. Donc là, c'est un véritable échec. On n'avait vraiment pas d'autre solution au mois de mars, mais cet épisode-là, on pouvait l'éviter. Alors, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, pour éviter un troisième reconfinement. Ce qui n'est pas gagné, on va en reparler. Bon. Alors, j'ai toujours dit, j'ai soutenu que dans une épidémie de cette ampleur, il fallait un commandement unifié, doté d'une force logistique très aguerrie. Bon. Il faut de la pédagogie, et notamment une pédagogie de l'incertitude. Et pas seulement de l'incertitude. La situation où nous sommes aujourd'hui, elle était écrite le 1er septembre. Ouais. Il y avait à ce moment-là 5000 contaminations par jour. Et un temps de doublement des cas donné de Santé publique France. Entre 10 et 14 jours. Vous faites le calcul très simple. Entre le 1er septembre et fin octobre, temps de doublement des cas, 10 jours, on parle de 5000, on arrive à 100 000. Donc on n'a rien enrayé. On n'a rien su enrayer. On n'a rien. Pourquoi ? Mais c'est pas à moi qu'il faut poser. Vous avez bien une idée. La question, beaucoup d'observateurs, de médecins, d'épidémiologistes ont été surpris de la faiblesse de la réponse le 15 septembre lors de la conférence de presse du Premier ministre, parce que voulez-vous ? Il faut entendre Madame Merkel expliquer ce qu'est un modèle exponentiel à son peuple. Et lui dire, vous savez, un modèle exponentiel, ça commence très doucement. Mais à un moment donné, quand la courbe s'infléchit, on ne peut plus contrôler. Et donc, ça va vous paraître curieux, mais je vais être obligé de prendre aujourd'hui des mesures, alors que la situation n'est pas si grave, parce que si je ne les prends pas maintenant, voilà ce qui va se passer. Voilà Mme Merkel qui explique ça. Il fallait expliquer ça aux Français le 15 septembre. Donc il fallait reconfiner plus tôt ? Non, il fallait tester, tracer, isoler. Et à 5000 cas par jour, on peut le faire, pas 100 000. Pas 100 000. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes à 100 000 contaminés par jour en France. C'est vrai que l'Allemagne est en alerte, mais ils sont à 20 000 contaminés par jour. Donc à 20 000, on peut prendre des mesures efficaces sans bouleverser la vie d'un pays. Et à 100 000, on est à nouveau confronté à un désastre. Et ils étaient aussi à 5 000 en septembre. Les Allemands ? Ouais. Non, moins. Moins, ils étaient moins. Alors, j'ai sous les yeux, on l'a eu aujourd'hui, le dernier avis du Conseil scientifique en date du 26 octobre. Celui qui a précédé le Conseil de défense du lendemain matin, évidemment. Je vous prie de croire qu'il faut attacher sa ceinture.
la lecture que l'on a fait de cet avis est surréaliste, glaçant. Ce type de confinement, dit le Conseil scientifique, aura un impact moindre sur la circulation virale à l'obtention d'un effet équivalent à un confinement classique. Il sera plus long, nous disent les médecins du Conseil scientifique. On peut faire déjà, nous explique-t-il, une hypothèse d'une sortie de deuxième vague en fin d'année ou au début d'année 2021. Cette sortie devrait s'accompagner d'un retour de la circulation du virus, avec des taux dont vous nous parliez il y a quelques instants, 5 à 8 000 nouvelles contaminations par jour. Ce contrôle permettrait de mettre en œuvre donc la stratégie que vous appelez de vos voeux, hein, le tester, tracer, isoler, avec une plus grande chance de succès, mais sans aucune garantie. Et j'ajoute, ce qui est glaçant, il est probable, dit le Conseil scientifique, que ces mesures, même optimisées, ne vont pas suffire pour éviter d'autres vagues après la deuxième. On peut ainsi avoir plusieurs vagues successives durant la fin de l'hiver et le printemps 2021. En gros, la sensation que ça nous transmet, c'est que tout ça, ne sert à rien, quoi. Non, on ne peut pas dire que ça sert à rien. Tout ce qui permet de ralentir la circulation du virus sert à quelque chose. Mais regardez. Nous sommes confinés le 17 mars. La courbe a continué d'augmenter jusqu'au 6, 7 ou 8 avril. J'ai plus ça exactement en tête. Et c'était un confinement plus sévère que celui d'aujourd'hui, avec une grande différence, c'est que les écoles étaient fermées, les lycées étaient fermés. Je ne dis pas qu'il faut fermer les écoles et les lycées. Je vais revenir parce qu'ils en parlent dans cet avis. Parce que voilà, il n'y a pas que la santé. Il y a d'autres considérations légitimes qu'il faut prendre. Mais incontestablement, le confinement d'aujourd'hui est moins sévère. Alors qu'on sait que, par exemple, chez les adolescents, c'est une source importante de circulation virale, donc dans les lycées. Et donc, je suis d'accord avec mes confrères on ne s'en est pas du tout parlé, mais nous ne verrons pas les effets de ce confinement tel qu'il est aujourd'hui appliqué dans 6 semaines. Ce serait très étonnant, ça va prendre plus de temps, peut-être même jusqu'en début d'année 2021. Pardon Christophe, mais c'est l'avis qui a été donc remis à l'exécutif, hein. C'est en conseil, il n'y a aucune injonction, évidemment. Pour les Français, c'est quand même compliqué à entendre. Alors nous, on s'est procuré cet avis, c'est notre devoir aussi de communiquer cette information, mais pour les Français, c'est dur. On a dit aux Français, attendez, on va essayer de ménager chèvre et chou, mais on va quand même vous reconfiner. Et on apprend donc que les gens qui conseillent l'exécutif sur ce mode scientifique leur disent, attendez, c'est pas suffisant, et ça ne servira pas suffisamment. Pour les gens qui nous regardent là, c'est dur. C'est dur à entendre. C'est très dur. Entre la menace terroriste et la menace virale, nous vivons une période qui est très troublée, très, très angoissante. Et on sent un ressentiment, c'est-à-dire que cette menace virale aurait pu être contrôlée. Et elle ne l'a pas été. Et tous les pays européens, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas sur le même pied. Certains sont pires que nous. La Belgique est en train de vivre une véritable catastrophe. Mais d'autres grands pays, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, l'Espagne aussi, ça va pas bien, ou comme l'Italie, d'autres grands pays s'en sortent beaucoup mieux. Donc, oui, moi, je comprends, et on sent une sorte de colère, et puis de lassitude aussi, parce que après un premier confinement aussi long et aussi sévère, presque 2 mois, on pensait s'en être sorti. Et c'est pas le cas. Mais là, pour le coup, pardon, je poursuis ma question, mais je lis l'avis du Conseil scientifique, j'entends ce que nous dit l'exécutif. Il y a cette clause de revoyure, nous allons en reparler, ils vont nous reparler dans une dizaine de jours désormais pour faire un point sur l'évolution épidémiologique. Si j'en crois ça, le 1er décembre ne sera pas la fin de ce confinement. Ce serait très étonnant. On a vécu au mois de mai-juin dernier avec l'idée que le déconfinement, c'était le triomphe sur la maladie, et on attendait le jour où on nous dirait hier, il y a eu 0 mort et il y a eu 0 contaminé. C'est plus ça du tout l'objectif. Là, on veut redescendre le plus vite possible à 5000 contaminés par jour et puis faire en sorte qu'il y ait en réanimation beaucoup de malades, mais pas trop. On sait qu'on peut pousser à 5000, 7000, peut-être 9000 malades, mais pas trop. Faut pas faire exploser le système. Cet objectif-là, peu glorieux, mais plus raisonnable, on peut peut-être l'atteindre et ensuite s'installer sur ce plateau avec un mélange de confinement doux et de couvre-feu pour traverser, en attendant le vaccin, les 6 mois qui viennent. On peut.
C'est pas impossible, je suis d'accord avec vous, Monsieur Barbier. Si on avait des enquêtes sur les sources de contamination, ça aiderait un pilotage fin, d'ailleurs pas forcément fin, mais en tout cas justifié, et ça nous aiderait beaucoup. Mais là, on est dans une situation qui est difficile pour nos collègues soignants. En une semaine, on a eu 1800 hospitalisations en réanimation supplémentaires. Donc avec un temps de doublement qui est de l'ordre de 10 jours, on va se retrouver, ce que le Conseil scientifique avait dit très vite, on va se retrouver en novembre dans une situation peut-être plus difficile que celle du printemps, parce que là, il y a quand même d'autres malades que ceux du Covid qui ont besoin d'être soignés. Et là, les médecins disent non, on ne peut pas déprogrammer comme aussi massivement qu'on l'a fait au printemps. Mais on soigne mieux et on hospitalise moins longtemps. Alors, les médecins ont fait d'énormes progrès. Il faut bien avoir quelques bonnes nouvelles quand même. L'hydroxychloroquine n'y est pour rien. La mortalité a beaucoup baissé grâce à un ensemble de traitements qui associent les anti-inflammatoires et les anticoagulants, et puis parfois certaines interleukines. Bon, on ne va pas faire de la prescription médicale ici. Et donc le pronostic global de la maladie et les durées de séjour ont effectivement diminué. Ça va un peu alléger le fardeau, mais là, la vague est tellement forte et tellement puissante que ça va prendre du temps avant qu'on retrouve une sorte de plateau. Et je voudrais revenir sur quelque chose que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous nous avez dit qu'il faudrait un pilotage unifié et des forces logistiques. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui ce qui ne va pas dans le pilotage et plutôt les différentes têtes de pilotage qui visiblement ne fonctionnent pas, puisque théoriquement, on peut imaginer que la tête de pilotage, c'est Olivier Véran, le ministère de la Santé, ou le directeur général de la Santé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas, de votre point de vue, un pilotage unifié? Et qu'est-ce que ça changerait? Enfin, comment vous imagineriez les choses pour qu'on ait finalement une force administrative ou une force de management qui fonctionne? Un des problèmes que nous avons en France, c'est historique, c'est comme ça, on peut vivre avec ça, c'est que les responsabilités en matière de santé sont en réalité dispersées. Par exemple, le ministère de la Santé n'a aucune prise sur la santé au travail dans les entreprises. C'est le ministère du Travail. En ce qui concerne la protection des consommateurs, le ministère de la Santé n'y est pour rien. C'est le ministère, c'est Bercy, c'est le ministère des Finances, etc., etc. Du côté de l'environnement, c'est le ministère de l'Environnement. Donc oui, on ne peut pas dire... Là, ça ne rentre pas en ligne de compte. Vous croyez que la médecine du travail pourrait... Bien sûr. En faisant remonter des données. Avec le nombre de clusters qu'on a dans les entreprises, et le rôle de la médecine du travail est essentiel. Donc il faut un pilotage qui va nécessairement être interministériel. Bon. Premièrement. Deuxièmement, quand on entend dire, écoutez, notre stratégie, c'était vivre avec le virus. C'est pas une stratégie, ça. C'est une sorte de constat. C'est une fatalité. Bah, oui, bon. L'usage des tests n'a jamais été pensé de façon stratégique. Je ne sais pas où ça s'est réfléchi de façon stratégique. Ça, c'est le grand mystère. On a fait un énorme effort et on va dépenser vraisemblablement 2 milliards d'euros. C'est énorme. Pour les tests, mais on n'a pas réfléchi le bon usage des tests. Moyennant quoi, encore aujourd'hui, sur les données de Santé publique France, le délai moyen entre le début des symptômes et le test est de 3 jours. Vous ajoutez à ça 2 jours en moyenne pour avoir le résultat. C'est un test inutile. Parce que vous avez le résultat des tests, soit vous êtes guéri, soit vous n'êtes plus contagieux. Donc il y a une stratégie, il faut déployer. Il ne suffit pas de faire 2 millions de tests par semaine. Il faut savoir si ceux qui ont besoin d'être testés le sont en temps et en heure, et si les résultats arrivent à temps. Ça, c'est de la stratégie et de la logistique. Un rôle qui reviendrait à qui, par exemple, le directeur général de la Santé, le poste que vous avez occupé, qui serait le plus à même de coordonner l'ensemble de ces... Ou le Premier ministre. Ou le Premier ministre, mais il y a aussi d'autres choses à faire. C'est nécessairement interministériel. La Direction générale de la Santé est une petite direction, c'est environ 300 personnes. La Direction générale de la Santé actuelle, c'est 100 postes de moins que quand moi je la dirigeais. Donc elle n'est pas équipée pour faire face à une
une telle quantité de travail. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un peu... Jean Castex, on va le rappeler, était monsieur déconfinement. Hein. Il avait justement ce poste interministériel. Oui. Et il faudrait un monsieur Covid, en fait, une madame Covid, c'est ça que vous nous dites? C'est pas juste un monsieur ou une madame, il faut une véritable organisation. Le déconfinement en mai et en juin, de l'avis de beaucoup de gens, le mien y compris, s'est bien déroulé. Mais regardez ce qu'on a fait à ce moment-là. On a levé les contraintes progressivement. Et au fur et à mesure qu'on voyait l'épidémie être contrôlée, on a allégé les contraintes. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que fin août, début septembre, alors que le modèle exponentiel était là et que on savait où on allait de façon relativement précise, on a dit dans les entreprises, le télétravail, ça suffit, revenez dans les entreprises. On ouvre grand l'université en présentiel et on ouvre les lycées. Et après, on s'étonne qu'on a refait circuler de façon très intense le virus. Donc autant le déconfinement a été minutieusement préparé. Et en mai, en juin et en juillet, on en a vu le résultat, le coefficient R qui indique... La vitesse de progression de l'épidémie est descendue à 0,77. Il est à 1,3 par comparaison. Il est à 1,3, 1,4 en ce moment, mais il faut bien réaliser ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire que 10 personnes contaminées en contaminent 14 autres. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Christophe. On n'a pas pu savoir qui était dans un endroit contaminant, dans une fonction contaminante. En revanche, on sait assez bien qui est susceptible, s'il attrape le coronavirus, d'aller en réanimation, avec plus de risques que son voisin. Les facteurs de risque, on les connaît. Est-ce qu'on aurait pu, dans cet automne, dire aux personnes à risque, on va vous confiner en premier, on va vous faire un régime de vie plus dur qu'aux autres citoyens, sur la recommandation de votre médecin qui nous a signalé que vous étiez un cas à risque, parce que c'est vous qui pouvez, un jour, vous retrouver en réanimation et engorger le système. Est-ce qu'on a manqué là une politique que le président, mercredi, a qualifiée de pertinente, mais non suffisante ? Oui, surtout ce qu'il a dit, c'est que c'était pas faisable au plan de la logistique. Je voudrais faire une remarque, Monsieur Barbier, là-dessus, parce que quand on fait des comparaisons européennes, il est quand même intéressant de rappeler que la France est un des pays les plus jeunes d'Europe, que notre taux de diabète est un des plus bas d'Europe, et que notre taux de maladie cardiovasculaire est un des plus bas d'Europe. Nous devrions avoir moins de cas que nos voisins européens, moins de cas graves. Nous en avons plus. Donc il y a vraiment là quelque chose qui ne fonctionne pas. La stratégie ciblée protégeant les personnes les plus âgées et les personnes vulnérables méritait un débat. Il fallait mettre ça sur la table. On l'a pas eu. Et on l'a pas eu. Ce n'est pas sans poser des problèmes éthiques. Oui, bien sûr. Et juridiques. Et éventuellement juridiques, vous avez tout à fait raison. Mais ça méritait un débat social. On fait des grandes conférences de citoyens sur le climat et l'environnement. Un sujet comme celui-là méritait qu'on saisisse, par exemple, le comité d'éthique, qu'on saisisse la conférence nationale de santé. Nous avons des instances pluralistes où tout ça peut être discuté. Mais ça n'a pas été regardé. Je pense que ce que le président a dit maintenant est vrai. C'est que vu l'ampleur de l'épidémie aujourd'hui, ce n'est plus une stratégie. C'est pour la troisième vague. Donc, protéger les plus vulnérables, je dirais qu'il fallait protéger les plus vulnérables et vraisemblablement faire attention également aux gens qui sont dans un âge moyen, 40, 59 ans, qui sont les forces vives du pays, qui font travailler le pays, qui élèvent les enfants et qui en même temps s'occupent des parents. Et ceux-là, il faut aussi beaucoup les protéger. Parce que quand eux sont malades, ça a beaucoup de conséquences et humaines, et sanitaires, et sociales, et économiques. Donc ça, c'est une discussion classique en épidémiologie qui est stratégie généraliste ou une stratégie ciblée. On répond pas à cette question très, très simplement. Ça mérite un débat, il faut l'étayer avec des données, il faut regarder les valeurs, où est le centre de gravité des valeurs sociales du pays. Mais nous sommes un pays très friand de débats. Et je pense qu'on aurait pu construire quelque chose d'intelligent qu'il aurait fallu construire à ce moment-là, je pense, à partir du mois de juin. Oui.
En prévision de. Exactement. On l'a eu Et sur donc- Stop Covid, ce débat. Exactement. On l'a pas eu sur ces stratégies. Exactement. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse de ce débat pour ce qui va se passer en 2021. Il y a quelque chose qui interroge en particulier, qui est dans la lignée, c'est les contaminations des EHPAD. Parce que s'il y a bien un sujet sur lequel on était alerté, c'était la fragilité des personnes qui sont dans les EHPAD. Est-ce qu'il y aurait fallu, vous venez d'y répondre, ne pas déconfiner les EHPAD? Et par ailleurs, le président de la République a dit, est-ce qu'on pourrait continuer à visiter ses parents dans les EHPAD? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Comment expliquer que les EHPAD continuent à être des clusters? Vous voyez, ça aussi, l'épidémiologie sait répondre à ces questions-là. Il faut enquêter sur le terrain. Il n'y a pas de Qu'est-ce qu'on mystère. pourrait avoir comme réponse qu'on n'a pas aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en généralité? La situation est hétérogène dans les EHPAD. Certains s'en tirent très bien et d'autres pas bien. La culture d'hygiène dans les EHPAD n'est pas celle des établissements de santé d'hospitalisation aiguë. Bon. Au moins aujourd'hui, on a les équipements de protection individuels que l'on n'avait pas. Maintenant, quand on vient visiter un parent dans un... Il y a la question des soignants qui peuvent contaminer, et il y a la question des visiteurs qui peuvent contaminer. Est-ce que quelqu'un qui se sent asymptomatique et qui va voir ses parents ou ses grands-parents, sa tante, que sais-je, se dit, bon, j'ai pas de symptômes, j'enlève le masque, alors que 40% des tests positifs, un peu moins de 40%, enfin environ 40% des tests positifs sont chez des gens asymptomatiques. Peut-être que l'erreur est là. Mais là, à nouveau, une enquête d'épidémiologie de terrain nous le dirait. Je voudrais revenir sur le testé, tracé, isolé, qui a été raté, vous nous l'avez dit, selon vous. Qu'est-ce qui a été raté? Est-ce que L'isolement. C'est l'isolement? Donc le testé, le tracé, pour vous, n'a pas été un fiasco, malgré, on sait, les difficultés sur l'application et sa nouvelle version. Pourquoi l'isolement? Quelle est la logique du test? Il n'est pas de faire un diagnostic. À la limite, les médecins n'ont pas besoin du test RT-PCR pour faire le diagnostic de Covid. Donc l'intérêt du test, c'est le contrôle de l'épidémie. Qu'est-ce qui permet de contrôler l'épidémie? L'isolement des personnes contagieuses. C'est la base, tout le monde peut comprendre ça. C'est du bon sens. C'est la base de la maîtrise d'une épidémie. Donc il faut isoler les personnes contagieuses. Mais c'est facile à dire. Mais d'abord, il y a des logements où vous pouvez être isolé, mais il y a quand même beaucoup de gens dans le logement. On avait parlé de chambres d'hôtel à disposition, voilà. elles ont disparu. Elles ont disparu. Enfin, le groupe Accor a confirmé qu'elles étaient à disposition, mais elles sont pas utilisées. Ensuite, il y a des gens qui vivent seuls. Et donc ceux-là, il faut quelqu'un pour faire les courses, pour aller chercher les médicaments. Il y a toute une organisation de solidarité locale à organiser. Ça a fait complètement défaut. Et d'ailleurs, vous avez noté que dans le discours officiel, le mot « isolé » n'existe plus. Non, on parle de alerter, protéger, et je me demande bien ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez compris, vous? Je ne sais pas, mais ce que je sais, je n'en démordrai pas, c'est qu'on ne contrôle pas une épidémie sans isolement des personnes contagieuses. C'est pas possible. Donc c'est aussi pour l'avenir, quand on va déconfiner, qu'on va revenir à des niveaux plus confortables, je dirais, de contamination, là, il faudra vraiment que les personnes contagieuses soient isolées dans de bonnes conditions. Alors, on a ramené l'isolement de 14 à 7 jours. Bon, c'est mieux d'être isolé très strictement 7 jours que mal isolé 14 jours. Même si 7 jours est un petit peu court, bon, l'argumentaire du Conseil scientifique était quand même assez convaincant. Je n'étais pas sur cette ligne-là au début, mais j'ai été convaincu par cet argumentaire. Mais il faut absolument que pendant ces 7 jours, les personnes contagieuses soient isolées et puissent vivre dans des conditions sinon agréables, mais enfin du moins vivables. Oui, mais alors, donc il faut que ces gens puissent se nourrir, il faut que ces gens puissent éventuellement acheter leurs médicaments et des produits de nécessité. Tout ça s'organise sur le terrain et il faut le faire avec les élus locaux. Mais la grande complexité, c'est pour ça d'ailleurs que nous en parlons depuis tout à l'heure, William Lab, c'est l'acceptation de ces mesures. C'est pour ça que c'est politique et c'est pour ça que c'est très compliqué.
Les Français ont vécu 2 mois de confinement. Ils sont sortis, peut-être avec une envie de vivre encore plus forte qu'avant. Nous sommes confinés à nouveau. Et si à la sortie de ce nouveau confinement, on ignore encore combien de temps il va durer, on doit dire à certains Français, pour vous, il y aura un 3e confinement. Il sera de 7 jours, de 10 jours, mais vous allez aller dans une chambre d'hôtel ou ailleurs. Au bout d'un moment, politiquement, en tout cas socialement, ça devient compliqué à faire accepter. On a vu en Italie, vous l'avez vu, des manifestations, des violences. On voit partout poindre des formes de réticence, parfois agressives, face à ces mesures sanitaires. C'est une grande complexité. Il n'y a pas de résistance au changement. Il y a une résistance au changement mal préparé. Si on explique, je veux dire, les gens dans leur immense majorité sont responsables. Personne n'a envie de rendre malade son entourage, ses voisins ou ses collègues au travail. Vraiment très peu de gens. Quand même, la plupart des gens, ils veulent juste faire du bien autour d'eux. Il y a des personnalités pathologiques, d'accord, mais... Heureusement, c'est la minorité quand même. Voilà. Bon. Donc, si on explique ça correctement aux gens et qu'on leur donne le sens des restrictions de liberté qu'on nous impose, les gens vont comprendre. Oui, mais cela fait des mois, William Dab, vous le savez très bien. Et sur ce plateau, je reçois depuis le mois de mars dernier des spécialistes, des politiques qui répètent, qui viennent masquer pour que le message soit plus fort, qui expliquent. Mais il y a tout de même des jeunes qui ne se sentent pas concernés, parce qu'ils disent « moi ça ne me touchera pas, et puis bon, on verra bien ce qui se passera ». Il y a tout de même des gens qui disent « moi j'en ai rien à faire, je laisse ma boutique ouverte ». Il y a des gens qui disent « moi je m'en fiche, je sortirai quand même ». Il y a une forme de résistance. Et la pédagogie, je ne sais pas si elle a été bien utilisée, mais elle a été utilisée non-stop. On peut parler d'une... Personnellement, comme enseignant, ce n'est pas la pédagogie autoritaire que j'utilise. Voilà. C'est une pédagogie de persuasion qui est fondée sur des faits, sur des données et sur des arguments scientifiquement fondés. Ça, je pense que si on explique aux gens qu'on a plus de risques d'être infectés en allant dans tel endroit que dans tel autre endroit, et que donc il est logique que cet endroit soit pour l'instant fermé, ils vont le comprendre. Comme nous sommes dans le brouillard et qu'il n'y a pas cette argumentation et cette justification, les gens se révoltent. Illustration de la difficulté de ce dont nous parlons, de l'argumentation scientifique. Je reprends cet avis du Conseil scientifique qui a été remis à l'exécutif, qui a conduit à l'annonce de ce nouveau confinement. Le Conseil scientifique au sujet des lycées et des collèges dit, je le cite, « Les adolescents de 12 à 18 ans semblent avoir la même susceptibilité au virus, la même contagiosité vers leur entourage que les adultes. Le risque de contamination extrascolaire est élevé. » Et le Conseil scientifique d'ajouter, les études rassurantes publiées pendant l'été 2020 sur le risque modéré d'épidémie en milieu scolaire, l'été avant tout parce que la situation du virus en Europe, post-confinement, était faible. Absolument. La situation a radicalement changé avec la reprise épidémique en octobre et doit nous conduire à reconsidérer l'ouverture des établissements scolaires. Voilà ce que dit le Conseil scientifique. Mais pour les gens qui nous regardent, qui ce matin ont ouvert Le Parisien, ils ont vu une interview de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui dit: la Société française de pédiatrie et le Haut Conseil de santé publique le disent, il y a plus d'avantages à maintenir les écoles ouvertes qu'à les fermer, que ce soit d'un point de vue éducatif, social, psychologique ou sanitaire. Je viens de vous citer 3 entités qui rendent un avis scientifique aux gens qui décident, et les Français dans tout ça regardent avec des yeux ébahis en se disant « mais à quel sein se vouer ?» Vous voyez, ça nous ramène à la question du commandement. Hein ? Parce qu'une manière de commander, c'est aussi d'organiser l'expertise. Il y a le Conseil scientifique du gouvernement qui a fait un travail quand même assez remarquable. Vous pouvez reprendre tous ses avis. Il ne s'est vraiment pas trompé. Mais nous avons l'Académie de médecine. Nous avons le Haut Conseil de la santé publique. Santé publique France a son conseil scientifique, etc. etc. La nous avons Direction l'INSERM. générale de la santé a elle-même un comité, un COREB sur les épidémies. Bien sûr, nous avons l'INSERM, nous avons le CNRS. Autrement dit, une manière de gouverner l'expertise était aussi de rassembler toutes ces forces, non pas pour avoir une voix unique, vous savez, en science, on n'a jamais de voix unique. Ça, les Français l'ont découvert. Ouais. Bon, mais quand même, quelque chose qui limite le brouhaha. Sur les jeunes, permettez-moi juste de dire quelque chose. Je pense qu'il y a un message qu'on n'a pas su faire passer. Moi, le fait que la maladie soit totalement banale chez les jeunes, je ne l'achète pas. Les jeunes qui ont la maladie, qui peuvent avoir pour des raisons génétiques ou de co-exposition, à moyen terme, quelles peuvent être les conséquences sur eux?
On ne le sait pas. Et donc quand on ne sait pas, quand même, ça appelle la prudence. Et donc le message qui est passé aux jeunes, écoutez, chez vous, c'est totalement banal. Ne vous en faites pas, je pense que c'est un message erroné. Est-ce que l'exécutif, en gros, pardon pour le raccourci une nouvelle fois, mais choisit la vie qui l'arrange? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? L'exécutif essaye de concilier une préoccupation politique, une préoccupation économique, une préoccupation sanitaire. Et encore une fois, en l'absence d'un commandement qui prépare une stratégie, qui prépare une doctrine, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises assez rapidement dans l'urgence, avec un manque d'anticipation. Et je pense que c'est surtout ça le problème. Et donc il faut nous servir de cette expérience-là pour construire un déconfinement solide et éviter de se retrouver en 2021 à nouveau avec cette privation de nos responsabilités fondamentales. Compte tenu de notre appareil hospitalier, mais aussi de la solidarité des Français, est-ce que vous excluez quand même aujourd'hui le scénario le plus noir, c'est-à-dire des hôpitaux complètement débordés, qui ne sont plus en mesure d'accueillir qui que ce soit, et qui disent aux gens, restez chez vous et mourrez chez vous. Et donc, non plus une maladie incontrôlée, mais une hécatombe incontrôlée. Je fais très peu de prévisions. Vous avez noté que tous ceux qui ont fait des prévisions, le virus partira cet été, etc., se sont trompés. Il y a beaucoup d'inconnus. Le chiffre que j'utilise, celui-là est très fiable. Le temps de doublement des cas à court terme est quelque chose que l'épidémiologie nous offre et qui est une donnée solide. Nous avons un temps de doublement des cas qui est environ 10 jours, entre 10 et... Voilà, il y a un intervalle de confiance, mais bref, qu'importe. Si le confinement actuel non pas rate, mais ne fournit pas, ne casse pas suffisamment vite la courbe épidémique, avec un R 1,3, un temps de doublement des jours à 10-14 jours, je pense que fin novembre, la situation dramatique que vous évoquez n'est pas à exclure dans nos hôpitaux. Oui, j'avais une question, sur les écoles et les lycées, dont on sent que vous êtes très réservé sur le fait qu'ils restent ouverts, même si on entend bien les autres arguments. Quelles seraient, de votre point de vue, les conditions pour limiter les risques de contamination? J'entendais tout à l'heure un responsable de la FCPE, des représentants de parents d'élèves, qui disent qu'il faudrait doubler le nombre de profs. Alors, on peut toujours rêver, en effet, mais... Et le nombre de soignants aussi. Et le nombre de soignants, et le nombre d'hôpitaux, et le nombre de lits en réanimation. Mais concrètement, est-ce qu'il y a des recommandations claires qu'on peut donner aux lycéens qui nous écoutent peut-être, ou aux collégiens qui nous écoutent peut-être, pour qu'ils soient responsabilisés, et aux enseignants également, pour limiter les risques de contamination? Je comprends que les lycées et les écoles restent ouvertes. Après, là, c'est purement un jugement de valeur. Je le comprends parce que cette épidémie touche inégalement les différentes catégories sociales. Et la perte de la scolarisation a plus de conséquences dans les familles modestes. Donc je crois que c'est un vrai objectif social de laisser nos enfants à l'école. En revanche, il faut que quand ils rentrent à la maison, ils gardent le masque. Le masque à la maison. Absolument. Pour les collégiens et les lycéens. Absolument. Il faut qu'ils gardent le masque et qu'ils soient très rigoureux sur l'hygiène des mains, surtout dans des petits logements où la distance, on va avoir du mal à la respecter. Et quand on mange le dîner familial? On n'est pas tous obligés de manger ensemble. C'est un bouleversement. Le repas familial peut être un moment très important. Mais là, si on ne contrôle pas ça, alors là, on ne va pas arriver à concilier notre obligation éducative et malgré tout ralentir cette épidémie pour éviter des malades et des morts, et puis pour limiter quand même la casse économique et sociale qui est déjà considérable. Il faut dire aux jeunes qu'ils doivent garder le masque à la maison. Il y a une interview ce matin dans le JDD d'Olivier Véran. J'imagine que vous y avez jeté un œil. Il dit, je le cite, « Noël ne sera pas normal cette année ». Alors on s'en doutait, mais le lire dans les mots du ministre de la Santé, ça a une toute autre résonance. Et par ailleurs, à la fin de cette interview, il dit au sujet du vaccin, « Je suis modérément optimiste sur notre capacité à en avoir un dans les prochains mois ».
je ne veux pas être alarmiste ni pessimiste, mais ils sont moyennement encourageants quand même, les propos du ministre de la Santé. Ben oui, parce que je pense que voilà, la situation, je vous l'ai décrite, les menaces et les risques, ils ne sont pas très, très difficiles à anticiper. Il y a différents modèles de vaccins qui sont testés. Certains sont très prometteurs. Mais il ne suffit pas d'avoir un modèle qui soit efficace avec peu d'effets secondaires. Il va falloir le produire à une échelle industrielle. Pour certains modèles vaccinaux en cours de développement, nous n'avons pas les usines pour le fabriquer. Il faudra construire des usines. Ça ne va pas se faire en 2 mois. Si nous avons un vaccin efficace, sûr, en quantité suffisante à l'été 2021, ce sera un exploit scientifique et un exploit industriel. Est-ce qu'on mesure suffisamment, William Dab, ce qui nous arrive? La résilience nous aide à avancer, à vivre tous les jours aussi, à ne pas devenir fou par rapport à la violence de ce phénomène. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce qui nous arrive tous collectivement? Vous, épidémiologiste, si au début de votre carrière, on vous avait dit un jour de 2019, il se passera ça, avec cette ampleur-là, vous l'auriez cru? Non, bien sûr. Mais voilà, dans les livres que j'ai publiés, cette possibilité de pandémie est clairement évoquée. Vous savez, pour les épidémiologistes, la question n'était pas de savoir si nous aurions une pandémie. La seule question était de savoir quand. Et donc, tous ceux qui étaient dans le domaine du risque et de la sécurité sanitaire envisageaient cette possibilité. Moi je suis comme vous en ce moment, je suis personnellement un peu abasourdi. Entre cette menace terroriste et puis cette épidémie qui est hors de contrôle, c'est très sombre. Alors ce que je crois, ce que je vois, ce que je trouve très encourageant, je vois dans le réseau social de mon quartier, c'est une formidable solidarité locale qui s'organise. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Moi, dans le réseau social de mon quartier, je suis dans Paris, les gens sont en train de s'organiser pour grouper leurs courses. Avec tout simplement cette idée que moins il y a de gens qui sortent, et mieux c'est. Donc vous voyez, les gens sont capables de prendre des initiatives de ce type-là, et si on encourage cette solidarité locale, on peut s'en sortir. Mais au-delà des mesures qui devraient être expliquées, comme vous nous l'avez dit, la pédagogie qui devrait être faite, est-ce que vous estimez que le gouvernement insiste suffisamment sur cette peut-être ère nouvelle qui s'est ouverte devant nous à partir de la fin de l'année 2019 et l'apparition des premiers cas? Est-ce qu'on explique suffisamment aux Français qu'on ne traverse pas juste un épisode, que le monde est bouleversé, que notre vie est bouleversée, et de manière pérenne, expliquer aux gens qu'on va vivre avec le virus pendant quelques mois, ça n'est pas leur dire « Pardon, mais ce qu'il y avait avant est terminé, et ce qui arrive est à inventer ». Est-ce qu'on explique suffisamment ça aux gens, William Dab? Dans le modèle politique français, les politiques sont paternalistes. Et donc, ils se comportent vis-à-vis de nous un peu comme nous, on se comporte vis-à-vis de nos enfants. C'est-à-dire que le premier réflexe est de rassurer. Non, c'est pas grave, tu vas voir, ça va passer. C'est le discours du président Macron, les jours heureux, quand on est sorti du confinement. Bon, c'est humain. C'est humain. On ne peut pas passer sa vie à envisager le pire. Bon. Là, on est au cœur d'une affaire qui est très sombre. Il y a une multiplication des menaces. Il y a le terrorisme, il y a le virus, mais les conséquences économiques et sociales dont on va commencer à sentir l'importance, le nombre de faillites, le nombre de chômeurs, tout ça dessine un climat qui est effectivement très sombre. Et pour l'instant, on se concentre sur le sauvetage des vies à court terme, éviter que le virus tue. On ne se dit pas que l'essentiel, c'est de sauver les vies à long terme, c'est-à-dire de ne pas pousser dans des états de désespoir et de mauvaise santé des générations entières si elles vivent dans les 30 ans qui viennent dans la misère. On a, si j'ose dire, un périscope à réglage court. Qu'est-ce qui se passe, M. Barbier, quand on n'a pas de stratégie? On gère l'urgence. On part au plus pressé. Et donc, c'est du ping-pong. C'est peut-être l'occasion de réviser notre position vis-à-vis de la vie. La vie est devenue sacrée, on ne tolère plus la mort. Ce pays, ce continent, a subi des épidémies dans les siècles passés plus terribles en nombre de morts, mais simplement on avait un certain sens de la fatalité. Et oui, comme le disait Eugène Ionesco, c'est ça la vie, mourir. On n'accepte plus ça. On dit non, c'est ça la vie, vivre. Et quel que soit l'âge qu'on a, l'état de santé qu'on est, on ne supporte pas qu'on puisse être sacrifié. C'est cette philosophie-là qui va être mise en cause ?
Écoutez, je ne sais pas, moi comme médecin, le refus de la fatalité, C'est une définition. voilà. On a fait d'immenses progrès. Maintenant, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire, est-ce que pour sauver un bout d'une génération, on est en train de compromettre l'avenir de générations futures? Ça mérite effectivement, ça mérite une discussion, ça mérite un débat. Mais je vous ferai remarquer que ce débat, nous ne l'aurions pas si au mois de septembre, nous avions testé, tracé, isolé sérieusement. Merci beaucoup. Merci William Dab d'avoir été notre invité ce soir dans Merci BFM de votre TVSD. accueil. Merci Caroline, merci Christophe.